à tous et bienvenue dans ce premier Zoom de la saison 2025-2026. Alors, pour commencer cette année, vous êtes venu jusqu'à nous. Bertrand Alliot, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur maître en gestion de l'environnement, docteur en sciences politiques et porte-parole de l'association Action Écologie. Vous publiez l'ouvrage que voici, Comprendre l'incroyable écologie, analyse d'un écolo-traître. C'est préfacé par Chantal Delseul et publié chez Salvator. Alors, vous vous qualifiez vous-même, Bertrand Alliot, de écolo-traître parce que vous expliquez avoir été démis de vos fonctions administratives à l'université. Alors, qu'est-ce que vous reproche la bande des écolos ? Oui, alors c'est pas l'objet du livre, mais effectivement, il y a quelques mois, début février, j'ai été démis de mes fonctions, comme vous le dites, de direction, dans une fac où j'avais des fonctions purement administratives, c'est ça qui est extraordinaire, l'université Gustave Eiffel, et parce qu'on me reproche tout simplement ce que je raconte sur l'écologie, et parce qu'on me reproche le fait que je sois un rassuriste. Comme d'autres d'ailleurs, on peut penser à Sylvie Brunel par exemple, ou alors aujourd'hui à François de Rugy. Tous ces gens-là sont des rassuristes par rapport aux questions écologiques. Et ils se font attaquer très durement, moi par certains enseignants-chercheurs, disons, et par les syndicats. Qui ne sont pas là pour manifestement protéger leurs troupes, mais plutôt les attaquer alors que ça n'avait rien à voir avec mes activités professionnelles. C'est un engagement que j'ai depuis l'enfance finalement et sur lesquels ils m'ont attaqué. Alors, ce qui ressort en premier quand on lit votre ouvrage, Bertrand Alliot, c'est que vous dites que l'écologie, in fine, est devenue une forme de religion avec ses dogmes, ses prêtres, avec un objectif ultime. Est-ce que vous pouvez revenir sur toute cette organisation? Oui, alors c'est assez simple à comprendre. Pourquoi je dis que c'est une religion? Alors on pourrait dire une idéologie aussi, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de différence entre une idéologie qui est finalement une sorte de religion sans Dieu, on pourrait dire. La religion, il y a une révélation, quoi. Oui, il y a un Dieu, etc. Et donc une idéologie, c'est un peu différent, parce qu'effectivement, Marx vous n'avez pas de Dieu. Quoi. Et oui, et vous avez aussi les sagesses asiatiques qui sont sans Dieu. Ce sont des philosophies. On appelle ça des philosophies. Ouais, voilà, un art de vivre. Et, bon, on est enfin dans le même genre de choses. Et ce que posent ces religions, ces idéologies, ces sagesses, c'est la question du salut, toujours. Le salut. Puisque l'écologie dit, pour faire simple et pour caricaturer, on va tous mourir. Il faut que nous agissions pour éviter cela. Et donc c'est la question du salut. Et parce que cette écologie pose la question du salut, et bien très vite développe finalement des dogmes et devient, oui, c'est en cela qu'elle est une idéologie et qu'elle est une forme religieuse en fait. Et c'est pour ça qu'il est très difficile d'attaquer les dogmes, parce que le dogme protège l'idéologie salvatrice, si vous voulez. C'est ce que j'essaie d'expliquer dans le bouquin à un moment donné. C'est que la crise écologique, ce qu'ils appellent la crise écologique, le diagnostic de crise écologique, sert un discours, on va dire, libérateur pour sauver le monde, pour le salut, vous comprenez? Et le salut public, vous dites, passe par le sacrifice de l'économie. Il faut tout raser, il faut tout remettre à plat pour espérer s'en sortir. Oui, très souvent, c'est ça. C'est un peu caricatural, là encore. C'est pas détruire l'économie, mais c'est de faire une autre économie plus respectueuse des équilibres naturels, on pourrait dire. En tout cas, détruire l'économie actuelle. Il faut la recycler. Oui, il y a une forme de décroissance. Très vite, on arrive à la question de la décroissance, puisque les écologistes ne voient pas de porte de sortie grâce aux aspects technologiques, si vous voulez. Ou alors ceux qui s'intéressent à la technologie pour nous sortir des ornières climatiques, par exemple, sont tout de suite attaqués par les écologistes. Donc ils ne sont plus des écologistes eux-mêmes, même s'ils peuvent affirmer qu'ils le sont, d'une certaine manière. Ils se sont séparés de la famille des écologistes. Et ils sont très attaqués. Et donc, alors du coup, j'en ai oublié. Et un peu comme les totalitarismes du XXe siècle, Bertrand Alliot, vous dites, in fine, que l'écologie vise à l'instauration, à l'avènement d'un homme nouveau. Disons que oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il faut que l'homme change, évolue. Parce qu'il est mauvais. Sa mentalité, par exemple. S'il détruit l'environnement, c'est qu'il est, par exemple, inspiré par l'esprit du capitalisme ou du libéralisme. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il faut qu'il change de l'intérieur
pour pouvoir agir de l'extérieur de façon respectueuse, disons. Mais même, vous savez, le pape François a fait une encyclique, c'est ça l'idée derrière. C'est de forger finalement, je prends cet exemple parce qu'on le qualifie assez peu d'écologiste, mais c'est le cas, c'est de prendre comme ça... j'ai oublié ce que j'étais en train de dire. Le pape François et sa volonté de faire un homme nouveau. Voilà, oui, excusez-moi, j'avais perdu l'idée de l'homme nouveau, je vais un peu trop loin. Et donc, mais c'est un homme nouveau qui est inspiré, contrairement aux idéologies anciennes, disons, que le communisme ou le nazisme, par l'homme ancien. Il faut se remettre dans les pas de celui qui vit ou qui vivait de façon harmonieuse dans la nature. Il faut redevenir tous des Indiens d'Amérique du Nord. Oui, tout ça est caricatural, ouais. C'est beaucoup plus subtil que ça. Mais si on veut aller vite pour comprendre, on peut dire ça, ou le paysan européen, du 19e siècle, oui. Ou même des peuples, certains peuples qui vivent encore aujourd'hui et qui semblent respecter la nature. On a vu cette illusion, mais en fait, c'est inspiré quand même, par exemple, dans les grandes déclarations sur la protection de l'environnement au niveau mondial, vous avez toujours un chapitre sur les peuples autochtones, par exemple. Donc vous voyez, on s'inspire d'une espèce d'homme ancien, d'une certaine manière. C'est l'homme nouveau inspiré de l'homme ancien. Alors justement, vous parlez de ces grands congrès qui ont été installés, le sommet de Rio 1992, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cette écologie s'est immiscée dans nos vies ? Ouais, alors c'est un long processus. Disons qu'au début, l'écologie, quand je parle d'écologie, je ne parle pas de la science de l'écologie née à la fin du 19e siècle, qui est comment on étudie disons, les êtres vivants en relation avec les milieux naturels. Ouais. En fait, c'est ça l'écologie. Mais quand on dit le mot écologie, aujourd'hui, on ne fait pas référence à cette science qui est toujours existante. Oui, la science environnementale. Voilà, c'est une science, l'écologie, on va dire. Mais quand on parle des écologistes, on ne parle pas des écologues qui sont spécialistes de cette science, en fait. Hein. On a des mots différents. Mais dès qu'on parle d'écologie, on parle de ça. Du coup, j'en ai encore oublié. De l'idéologie, on parle d'idéologie, en fait. Oui, c'est ça. Donc, oui, comment ça arrive dans nos vies, cette idéologie de l'écologie ? D'accord. Donc, c'est très vieux. Vous parlez de Maurice Strong dans les années 60, qui était le grand pape de cette matière. Oui, alors, bien avant lui, il y a eu les pionniers de l'écologie, ceux qui parlaient de l'équilibre de la nature, par exemple aux États-Unis, John Muir, etc., Thoreau. Le contrôle de la démographie aussi. Le contrôle de la démographie. En fait, l'écologie n'a pas changé, je l'explique toujours. C'est que c'est identifier une crise liée aux êtres humains qui déséquilibre finalement la nature. Et puis, pour lutter contre cette crise, il faut donc agir très vigoureusement, disons. Il y a toujours ce diagnostic de crise dans le monde de l'écologie. D'accord ? Le problème, c'est que cette écologie qui date du 19e siècle, qui a été inventée au 19e siècle, eh bien, finalement, était assez confidentielle jusque dans les années 80-90 et a vraiment pris de l'ampleur avec la question climatique, si vous voulez. Ce qui est vraiment nouveau dans l'écologie, c'est comment elle a été reprise par les élites. C'est ça. Parce que l'écologie n'a pas changé. C'est seulement les élites qui sont devenues, certaines élites, notamment en Europe, qui sont devenues écologistes. C'est-à-dire qui ont ratifié le fait qu'il y ait une crise écologique et qu'il fallait pour y répondre des politiques très très fortes de salut public. C'est-à-dire qu'il fallait mettre l'écologie, les questions environnementales, au-dessus de tout. Puisque c'est ce que l'ONU est en train de faire. C'est ce que l'ONU est en train de faire avec l'agenda 2030, enfin toutes ces choses. Oui, alors derrière, il y a peut-être d'autres éléments. Alors moi, je préfère me situer, par exemple, au niveau de l'Union européenne, où vous avez le pacte vert européen. Qui est aligné directement sur l'agenda 2030 de l'ONU. Oui, enfin qui est en tout cas compatible avec certaines idées effectivement. Alors, vous expliquez bien dans votre ouvrage, Bertrand Alliot, que la température terrestre a bien augmenté depuis le début de l'ère industrielle au 19e siècle, mais seulement d'1 degré, de 1,1 degré exactement. Alors, est-ce que c'est l'activité humaine qui est en cause ici ? Alors d'abord, avant de parler de ça, je voudrais juste dire que la crise aujourd'hui, un diagnostic de crise, il est essentiellement relié à la question climatique. Et à une deuxième question qui vient en ce moment, c'est celle de la biodiversité, l'effondrement, dit-on, de la biodiversité. Oui, alors vous dites qu'il y a bien eu différentes chapitres apocalyptiques dans l'histoire de l'écologie. On avait le trou dans la couche d'ozone dans les années 80-90. Aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a une nouvelle étape
aujourd'hui. Et ce qui nourrit le catastrophisme, c'est le climat et la biodiversité. Ouais. Mais ce ne sont que des nouveautés, finalement. Donc, en fait, effectivement, le climat, alors il s'est effectivement réchauffé, il est en partie dû à l'homme, puisque on peut dire que plus on augmente le CO2 dans l'atmosphère, ça a un effet sur le réchauffement. Alors, il y a des gens la qui question, pensent que c'est la l'inverse, proportion. hein. Oui, non, mais attendez. Oui, non, mais ce dont vous parlez, c'est que la température suit... des cycles naturels. Voilà. Et que le CO2, finalement, suit les effets de température. Exactement. Ce qui est pas... Quand on regarde les données géologiques, c'est d'ailleurs ce qui se passe. On le sait. Seulement à l'époque moderne, selon la théorie actuelle, le CO2 est le conducteur du climat, si vous voulez. Alors là, il y a plusieurs... contrairement à ce qu'on dit, il n'y a pas de consensus scientifique sur le fait que c'est une catastrophe, sur le fait que ce que sera le climat dans 20, 30 ou 50 ans. En fait, il y a des modèles qui donnent des données, mais qui sont extrêmement différentes les unes des autres. Oui, des modèles mathématiques. Donc l'avenir est largement indéterminé sur la question climatique. Donc on ne peut pas dire que la science a dit que, c'est ce que vous expliquez. La science, elle a dit que... Il n'y a pas une science, il y a plein de scientifiques et qui n'aboutissent pas à un consensus, en fait. Oui, sur plein de choses, il n'y a pas de consensus. Il y a un consensus sur le fait que le climat a augmenté. La température moyenne de la Terre a augmenté, mais pas sur, je ne sais pas moi, ce qui se passera dans 100 ans, dans 50, etc. Donc tout ça, et sur les catastrophes, on voit par exemple que l'Arctique, il y a eu un article récent dans les journaux anglais qui raconte, ça fait 15 ans que l'Arctique est très stable au niveau de la banquise, par exemple. Donc par rapport à ce qu'avait dit Al Gore en 2007, il avait dit qu'il n'y en aurait plus en 2014, dès 2014, en été, qu'il n'y aurait plus de banquise. C'est bien la notion de crise de remplacement que vous expliquez, comme on disait tout à l'heure, avec le trou dans la couche d'ozone qui finirait, dites-vous, par tous nous brûler sur place. Pourquoi on n'entend plus parler de ce trou dans la couche d'ozone ? Ben oui, parce que cette crise... Il y avait une petite main, je me souviens, sur une planète, sur les bouteilles d'aérosols, de déodorants, etc. Tout à fait. Qui a complètement disparu. Oui, cette crise a été remplacée par une autre. Voilà. Et c'est ce qu'il faut... Parce qu'il faut... Alors, nous, on a l'âge peut-être de se souvenir de cette crise, disons, et on se rend compte à quel point elle a été importante dans les médias. C'était absolument très très fort, l'impact médiatique de cette crise. Et elle a été réglée par une réunion mondiale sur la réglementation sur les gaz des CFC. Et après, tout le monde s'est désintéressé de cette couche d'ozone. Et on est passé à une nouvelle crise qui est celle du climat. Mais cette crise du climat est aujourd'hui, et on en arrive à un tel degré de lassitude, d'une certaine manière, qu'elle a tendance à être remplacée par une nouvelle crise qui est celle de la biodiversité. Vous voyez arriver ce thème très très fort. Ça veut dire quoi, la biodiversité ? C'est pour ça qu'on m'a viré de l'université d'ailleurs, parce que je suis un spécialiste de la biodiversité. Depuis très longtemps, je suis un ornithologue amateur. J'étais 30 ans militant à la Ligue pour la protection des oiseaux, etc. Et donc, je connais bien cette question. La crise de la biodiversité, c'est l'effondrement, dit-on, des espèces. Alors, la biodiversité, c'est la diversité des espèces. Alors, il n'y a pas que les espèces, il y a les habitats, c'est la nature, en fait, la biodiversité. Oui, la diversité. Dit bêtement. Oui, simplement, en fait. Et la diversité de la nature. Il y a plein d'espèces ou de sous-espèces. Enfin, c'est immense, la diversité naturelle est immense. Mais si vous prenez le nombre d'espèces, en Europe d'ailleurs, moi je préfère parler des endroits qu'on connaît bien. L'Europe, vous avez une augmentation assez importante de la biodiversité, contrairement du nombre d'espèces, disons. Puisque vous avez beaucoup d'espèces qui ont été importées en Europe. Sur les végétaux, les plantes, c'est absolument colossal, le nombre de plantes qui ne sont pas originaires d'Europe et qui ont été importées, sans faire disparaître les plantes, d'ailleurs, la plupart du temps, autochtones. Et donc vous avez, la Nouvelle-Zélande, c'est connu, mais en Europe aussi... le maïs, la pomme de terre... Oui, alors ça, vous parlez des plantes domestiques, mais évidemment, plantes qui sont devenues sauvages, etc. Alors sur les animaux aussi. Mais effectivement, la question de la biodiversité, aujourd'hui, nourrit le catastrophisme, alors que sur la question de la biodiversité,
vous avez beaucoup de très bonnes nouvelles sur le retour de plein d'espèces, mais qu'on a tendance à oublier ou à ne pas voir comme une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on voit la diminution ou la disparition, la diminution de certaines espèces comme un drame, et l'augmentation de plein d'autres, ce n'est pas vu comme une bonne nouvelle. C'est assez étrange. On a la moitié du cerveau qui ne fonctionne pas. Hein, c'est celui qui voit des mauvaises et celui qui voit des bonnes nouvelles. Alors, ces écologistes, vous les avez vus de près, ils parlent souvent des dangers que fait peser l'humanité sur la biodiversité, donc sur la nature. Est-ce qu'il y a en réalité un équilibre optimum dont on serait en train de s'écarter? Ben ouais, c'est toute la question. En fait, la question d'équilibre, par exemple avec Christian Lévesque, mon camarade qui est écologue, lui, eh bien, on remet un peu en cause cette question de l'équilibre de la nature. Ça ne veut pas dire grand-chose, un équilibre de la nature. Il n'y a pas d'équilibre, il y a des... selon moi, en tout cas, il y a des ordonnancements. C'est-à-dire que la nature, ce qu'il faut savoir, et c'est le problème de la notion de biodiversité, c'est que c'est extrêmement fixiste. Ouais. On dit, il y a tant d'espèces, il y a telle population, et il faudrait que ça ne bouge pas, finalement. Or, oui, parce qu'on nous parle de dérèglement climatique comme s'il y avait un règlement climatique qui ne bouge pas. C'est un peu le même genre d'exemple, effectivement. Le climat a toujours changé. Mais donc, sur la biodiversité, c'est pareil. Le cortège d'espèces change sans arrêt, en fait. C'est ce qu'il faut comprendre. Et ce n'est pas forcément un drame si vous voyez les choses changer. Mais c'est très difficile que les choses changent. Mais on le voit dans votre question sur votre chaîne. C'est très difficile sur l'immigration, par exemple. Je change complètement de sujet. Mais vous voyez que c'est difficile pour quelqu'un d'autochtone de voir son pays changer. Mais c'est la même chose quand on regarde la nature. La nature change. Notre paysage change. Il s'est beaucoup, par exemple... boisé, notre paysage. Si vous regardez les anciennes... par exemple, je ne sais pas, vous avez un coin de nature quelque part en France, vous regardez à quoi ressemblait ce coin de nature en regardant des vieilles cartes postales, vous verrez qu'il y avait beaucoup moins de végétation. Très souvent, c'est assez frappant. Aujourd'hui, la végétation a beaucoup repris parce qu'il y a moins d'élevage, moins de moutons, moins de troupeaux de chair, etc. Oui, Aulnay-sous-Bois, par exemple, je pense qu'autrefois, il devait y avoir un bois, quoi. Maintenant, ça a été remplacé par autre chose. Alors là, c'est la ville qui a pris le dessus. Mais dans plein d'endroits, c'est la forêt qui a pris... Des tours, mais c'est même pas une ville, c'est de la tour, quoi. Bon. Mais donc, la nature change et il ne faut pas voir ça forcément comme un drame. Ouais. Par exemple, on dit, une dame m'a dit récemment qui habite dans le sud, vous comprenez, je ne vois plus d'hirondelles, ou je vois moins d'hirondelles. Elle n'a pas tort. Oui, certainement, mais l'hirondelle n'est pas un oiseau de forêt, par exemple. Et si vous avez un coin où ça s'est beaucoup, où il y a eu beaucoup de déprises agricoles avec plus de forêt, c'est assez logique qu'il y ait moins d'hirondelles. Ça ne veut pas dire qu'elle est en danger de mort, l'hirondelle. De même, mais il y a des forêts sur lesquelles il y a des pics. Par exemple, les pics noirs, le pic vert, etc. Enfin, surtout le pic noir, par exemple, c'est une espèce qui était bien moins répandue il y a 50-60 ans qu'aujourd'hui. La question, en fait, de l'écologie comme de l'immigration, c'est de savoir si on peut avoir le contrôle sur certaines choses. On ne peut pas forcément avoir le contrôle sur la nature. Sur d'autres domaines, on peut peut-être se poser la question si on peut avoir le contrôle. En tout cas, ce catastrophisme que vous évoquez, vous dites que le GIEC va complètement dans le sens de ce message de catastrophisme. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du GIEC et de ces rapports publiés? Ouais, alors... Sur le GIEC, il faudrait, parce que j'ai parlé de religion au début de notre entretien, c'est une religion. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a remplacé Dieu? C'est la science. C'est-à-dire quand on dit la science a dit que, et on veut fermer le débat, c'est comme autrefois lorsqu'on disait Dieu a fait en sorte que, etc. C'est la même chose. Ouais. Et vous avez aussi les Saintes Écritures. Et les Saintes Écritures, c'est les rapports du GIEC, ou aujourd'hui de l'IPBES sur la biodiversité. C'est-à-dire des choses qui sont, intangibles. Intangibles, divines. On ne sait pas ce qu'il y a dedans d'ailleurs, parce que personne... C'est le Nouveau Testament, les rapports du GIEC. C'est un peu ça, c'est-à-dire... Mais alors, on fait dire aussi au GIEC ce qu'il ne dit pas aussi, c'est extraordinaire, parce que le GIEC, vous savez, c'est des rapports de 5000 pages, enfin, c'est énorme, personne ne les lit. Hein. Même ceux qui écrivent certains chapitres n'ont certainement pas lu l'ensemble des rapports oui, on lit la conclusion qui fait une page et demie. Oui, alors il y a un résumé pour des décideurs, et puis vous avez un communiqué de presse qui résume encore plus, si vous voulez. Donc il y a le GIEC, il y a ce qu'on fait dire au GIEC, etc. Et donc on s'enfonce toujours plus dans le catastrophisme, notamment parce que tout est tenu par les écologistes ou ceux qui relaient leur discours, qu'ils soient des politiques, des administrations, etc. Parce qu'aujourd'hui, on a du mal à se sortir de cette écologie qui voit le monde
oui, au bord de l'effondrement. Moi, je pense d'ailleurs, si on s'effondre un jour, par exemple, on parle beaucoup de démographie. Et aujourd'hui, on voit bien que la démographie est en train de ralentir très fortement. Et il va y avoir une baisse mondiale du nombre d'hommes sur Terre. Et c'est sans doute ça qui va créer un effondrement, finalement. Donc l'effondrement vient de la raison inverse pour laquelle on croyait qu'elle viendrait. Ouais. Parce que c'est plutôt l'effondrement de la population qui va créer des crises, comme il y en a eu d'ailleurs dans le passé. Et donc, voilà. Alors Bertrand Alliot, ces politiques climatiques, on en entend parler depuis plusieurs décennies maintenant, avec des ministères en France dédiés, des grandes conférences internationales comme les COP. Est-ce qu'on a aujourd'hui une lecture sur les résultats qui ont été enregistrés après la mise en place de ces politiques ? Les résultats, ils sont simples. C'est nul, c'est zéro, c'est le néant. C'est-à-dire que normalement, ces politiques devraient faire quoi ? Faire baisser le taux de CO2 dans l'atmosphère. Sinon, ça ne sert à rien. Or, ce taux de CO2 dans l'atmosphère continue d'augmenter comme il augmentait il y a 30 ans. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune espèce de différence. Parce que les Indiens, les Chinois, les États-Unis ne veulent pas renoncer à leur industrie. Tout à fait. Donc nous sommes en train de nous enfermer dans des politiques de décroissance molle en vérité. J'explique ça dans le livre, pourquoi on n'arrive pas à faire de la décroissance dure. Mais ça n'a absolument aucun espèce de résultat. L'Europe est en train de s'enfermer dans des politiques qui n'auront jamais de résultat. En fait, et qui sont en plus très chers. Ah oui, c'est des centaines de milliards d'euros. Et depuis des années. Voilà. La seule chose à faire, alors ça vient de plus en plus, vous voyez dans la bouche des politiques, dire il faut s'adapter. Donc la seule politique viable sur le climat, c'est l'adaptation finalement. Alors après, il y a la question de la biodiversité qui vient. Le climat, c'est la décroissance dans le temps, puisqu'il faut avoir baissé de 50% nos émissions pour 2040, je crois, et puis la neutralité carbone en 2050. C'est la décroissance dans le temps. Aujourd'hui, la question de la biodiversité, c'est la décroissance dans l'espace. Sur tous les espaces de notre territoire, vous allez avoir des interdictions liées au fait qu'il y ait des espèces protégées. On le voit à propos de l'autoroute A69. On le voit si vous voulez faire un hangar agricole, faire tout un tas de travaux, etc., faire venir une entreprise, vous allez être très, très embêté par les questions de biodiversité. Donc ça, c'est la décroissance dans l'espace. Donc on est là-dedans, mais avec des résultats qui sont nuls, en fait, parce que nous sommes... Et puis on détruit totalement le tissu économique et le tissu social. C'est ce qui est dramatique, en fait. C'est que, sans avoir aucun résultat, eh bien, nous sommes en train de détruire notre économie et le pacte social. Alors vous évoquez, il en est de plus en plus question dans l'actualité, les filières de l'éolien, du photovoltaïque, des biocarburants, méthanisation. Vous dites que tout cela, au final, ça n'est que des centrales d'intérêt, des syndicats d'intérêt qui sont en train de gonfler. Comment vous expliquez que les écologistes n'aient pas du tout dans leur discours de référence à tout ce côté mercantile ? Bon, c'est assez logique parce qu'on cache ce qui est, un peu honteux, c'est-à-dire quand on dit à l'Assemblée nationale, à Sandrine Rousseau, mais madame, vous savez que les pales des éoliennes sont fabriquées en Chine dans des conditions qui ne sont pas très écologiques et on la voit faire être dans le déni total. Oui, mais... Ça relève de la maladie mentale ou... Non, ça relève de l'idéologie ou de la religion, parce que vous ne voulez pas vous sortir de ça. Ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que si le fond, en tout cas pour moi, est religieux, parce qu'il faut expliquer cela par la religion ou l'idéologie, il y a derrière, se greffe sur ce phénomène mystique quasiment, des syndicats d'intérêt, puisque c'est évident, ça arrive dans... c'est la religion de l'argent, quoi. C'est-à-dire derrière, en tout cas, cette crise mystique, etc., ou ce dynamisme lié à l'idéologie, finalement, vous avez des intérêts de plus en plus forts. Des intérêts qui peuvent être financiers, évidemment, pour les vendeurs de bilan carbone, par exemple,
pour les vendeurs d'éoliennes et de panneaux solaires, mais vous avez aussi des intérêts sociaux, parce qu'il y a des gens qui ne s'enrichissent pas forcément, mais qui passent beaucoup dans les médias pour être catastrophistes, par exemple, pour parler de ces choses-là. Donc il y a un intérêt, j'allais dire, social, d'une certaine manière, la visibilité médiatique, sociale, le rôle social des ONG, par exemple. Les ONG ont beaucoup d'argent, on n'est pas forcément payé très très bien dans certaines ONG, mais il y a un rôle qu'on a dans la société. Vous voyez, alors je donne souvent un exemple, c'est celui de cette maman qui avait créé une association parce que son fils était mort sur la route donc elle va créer une association sur la sécurité routière. Et un jour, quand Chirac est arrivé et qu'il a fait toutes ses actions pour la sécurité routière, elle a dit, ça fait 30 ans qu'elle militait, l'association portait le nom de son fils, et elle a dit « j'arrête cette association parce que nous sommes arrivés au bout. Nous avons plein de lois maintenant. On ne peut pas toujours baisser la vitesse sur les routes, parce que sinon on va reculer. Exactement, on va finir par reculer. Et donc elle a dit j'arrête. Et aujourd'hui, ce que les ONG ne savent pas faire ou ne peuvent pas faire, c'est de dire j'arrête, je suis arrivé au bout. Parce qu'il faut comprendre, et ça les gens ne comprennent pas, c'est qu'au fur et à mesure, de plus en plus on est catastrophiste, mais on a accumulé un nombre de règles, de législations, d'interdictions sur les questions écologiques. Les progrès ont été colossaux depuis les années 60. Sur les questions environnementales, je parle. C'est pour ça que vous dites que l'écologie est en passe de disparaître ? Disons que, pour moi, oui, l'écologie comme diagnostic de crise et la nécessité d'avoir des politiques de salut public, oui, je pense que c'est en passe de disparaître parce que nous avons d'autres chats à fouetter plus urgents. Nous rentrons dans une crise économique assez forte, une crise financière. Nous avons des problèmes de conflits armés aux portes de l'Europe. Et donc, nous avons des vraies crises qui se matérialisent ici et maintenant, contrairement à la crise écologique. Et donc, par la force des choses, nous allons progressivement abandonner cette crise qui ne se matérialise pas trop, finalement. Parce que si on regarde les indicateurs, c'est difficile de voir une crise écologique liée au climat et à la biodiversité aujourd'hui. Tandis que les autres crises, vraiment, sont très très fortes et nous obligent à agir. Or, si on veut agir sur ces crises économiques, etc., il faut en rabattre un peu sur les questions écologiques. Parce que sur les questions environnementales, nous avons fait beaucoup de progrès, c'est ce qu'il faut comprendre. Comprendre l'incroyable écologie, analyse d'un écolo-traite, préface de Chantal Delsol chez Salvatore, à retrouver sur la boutique de TV Liberté. Merci à vous. Merci.